numéro 1 est délit. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son off-eye au guide parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va pas, alors on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Babia. Mon gars de New York Smile, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Watson de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux de le matin de fer, ne me parle pas de balayer mon pote, propose la qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi? C'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans la jarre, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as un gars te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on ton gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, ton verre de veine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Quand j'entends une Camerounaise nous dire que la France est juste, je ne sais pas si je vais encore dormir. Cette fille m'a coupé le cœur. Mes chers compatriotes, la recolonisation de l'Afrique est en train de bloquer pour deux choses. La Russie de Vladimir Poutine et la Chine de Xi Jinping. Je vous explique. Mais avant ça,
Voyons d'abord, la France est juste. Voyons d'abord, la France est juste. Vous savez, j'adore les fonctionnaires camerounais. J'adore les fonctionnaires camerounais. Ils développent leur pays sur du papier. Stratégie nationale de développement 2030. Je ris. Vous allez faire la stratégie de développement en 2030 quand vous êtes des voleurs. Laissez-moi d'abord retrouver d'abord la vidéo. Voilà. Je mets d'abord ça. Je vous mets la vidéo avant qu'on continue. C'est la monnaie de la France. C'est de la monnaie de la France-Afrique. 14 pays africains et la France y compris. Donc je suis dans le trésor public français. C'est tout à fait logique que vous preniez cette monnaie. Parce qu'elle est gérée et fabriquée par vous. Elle est gérée et fabriquée par vous. Elle va le faire avec l'euro. C'est vous qui avez la garantie de convertibilité de cette monnaie. Pourquoi? C'est une décision unilatérale venant de vous-même. Que je la fasse valoir devant un tribunal. Voilà une monnaie fabriquée par vous que vous reconnaissez, c'est le trésor public français, et vous refusez de prendre cette monnaie alors que je viens payer l'amende de M. Patrice Bessac, maire de Montréal, avec cette monnaie. Donc vous me condamnez, vous voulez que je paye Patrice Bessac, je vous apporte votre monnaie fabriquée par vous, gérée par vous, donc vous avez la garantie de convertibilité et vous refusez. Vous voyez le raisonnement illogique de votre part, impérialiste et colonial. Donc vous fabriquez une monnaie, vous imposez une monnaie et vous refusez vous de la prendre. C'est votre devise, surtout vous la reconnaissez. Elle est gérée par le trésor public français. Il y a le compte des opérations où réside cette monnaie. Comment vous refusez de la prendre? C'est illogique comme comportement. Si c'est bon pour l'Afrique. C'est illogique comme comportement. Je suis dans une institution publique française, les trésors publics français qui gèrent cette monnaie, qui fabriquent cette monnaie. Mais c'est illogique, c'est ce que vous faites. Vous êtes dans l'obligation de prendre cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Donc vous refusez catégoriquement, alors que c'est votre obligation de la prendre. Vous avez la garantie de convertibilité que vous chantez au pays. La qualité de vous demandez à donner pour être c'est la banque de France qui la fabrique. Vous pouvez la remettre à la banque de France. Mais vous êtes le trésor public français, c'est votre monnaie, monsieur. C'est vous qui la fabriquez, qui la gérez. Il est chez vous de prendre des opérations pour résider cette monnaie. Vous logez cette monnaie. Vous êtes dans l'obligation de la prendre. Voilà moi le comportement illogique de vous autres. Voilà ce comportement illogique que nous déplorons. La monnaie fabriquée par vous, vous me condamnez avec Patrice Bessac, je viens payer avec la monnaie du CFA et vous refusez. Voilà le comportement illogique de la nation française et de l'État français. Ça c'est vraiment inacceptable. Une monnaie fabriquée par vous, gérée par votre constitution et dans le trésor public français, vous refusez de prendre cette monnaie. Alors attends, pourquoi imposer cette monnaie à l'Afrique? Pourquoi vous l'imposez aux États africains? Alors qu'elle est fabriquée par vous, gérée par vous, votre monnaie, porte le nom de la France. La France, ce n'est pas une identité africaine, c'est une identité française. La Banque de France qui la fabrique, c'est la banque, ce n'est pas une banque africaine, le trésor public français. D'où réside le compte des opérations où on met cette monnaie. C'est français. Et je suis dans le trésor public. À côté la plus forte raison qui refuse cette monnaie. Illogique comme comportement. Orgueil étatique. Irrespect. Ça relève simplement de la mauvaise foi, de votre volonté de détruire systématiquement l'Afrique et son peuple.
Cette monnaie vous appartient et vous êtes dans l'obligation. Je reviendrai ici avec la convocation de Patrice Bessac, maire de Montreuil, toujours avec le franc CFA. Vous allez prendre cette monnaie pour toutes ces condamnations. Je ne me paierai pas. Je paye la condamnation uniquement en franc CFA parce que c'est votre monnaie et c'est le trésor public français. C'est ça le comportement logique. Espèce, c'est même pas normal. Jugez de vous-même et mesurez de vous-même. Les trésors publics français, je suis ici centre des finances publiques. Les trésors publics français qui fabriquent cette monnaie. Dans le trésor public français repose ce qu'on appelle le compte des opérations, d'où les pays africains déposent leur argent. Et je viens au trésor public français, on refuse de prendre cette monnaie, sous prétexte qu'on ne peut pas vérifier la qualité des billets, sous prétexte qu'on ne peut pas le convertir et l'échanger à la Banque de France. Alors que c'est la France qui a la garantie de convertibilité de cette monnaie, assure la garantie de convertibilité de cette monnaie. Et c'est la France même, c'est la Banque de France même qui garde cette monnaie, c'est la Banque de France même qui fabrique cette monnaie. Et cette monnaie, il est écrit franc. Le franc n'est pas une identité africaine. Et je suis ici au Trésor public français pour payer la condamnation de 1 euro. Rappelez-vous, j'ai été condamné pour verser 1 euro à Patrice Bessac, le maire de Montreuil. Et avec mon bon vouloir, alors que le combat pour lequel j'ai mené, pour lequel je me suis exprimé contre Patrice Bessac était un combat noble d'un enfant qui a été violé, mais j'ai accepté quand même de venir payer la condamnation ici, au centre des finances publiques, et vous avez vu le directeur du centre des finances publiques qui a refusé de prendre la monnaie du franc CFA, mais disant qu'il ne peut même pas avoir la garantie que la Banque de France va échanger cette monnaie, alors que la France assure et assume la garantie de convertibilité de cette monnaie, alors que la Banque de France fabrique cette monnaie. Et ça, c'est le trésor public. Je dis bien le trésor public, vous voyez de vous-même. Hein, le ministère qui dépend du ministère de Finances et des Économies. Voilà le comportement illogique de la France. Voilà cet acte et cette action est grandiloquente. Cette action est grandiloquente par elle-même pour vous faire comprendre dans quel système monétaire et financier nous vivons. Pour vous faire comprendre combien est-ce que l'humiliation qui s'abat sur notre peuple et notre mère patrie, l'Afrique, ne pourra prendre fin. Alors c'est un acte de courage. C'est par des actes posés avec détermination et courage en masse que nous allons faire tomber les barrières. Nous allons faire tomber cette, si vous voulez, à la fois domination, à la fois servitude, à la fois cette imposition monétaire du franc CFA. Unité, dignité, courage, ces actes continuent. Ça, c'est l'acte numéro 2 et l'acte numéro 3. Vous verrez bien évidemment qu'est-ce que nous ferons. Unité, dignité, courage. Quand je vois ça, et une Camerounaise vient nous dire, je remets sa vidéo, une Camerounaise vient nous dire qu'il faut recoloniser l'Afrique. Regardez bien la vidéo là. Regardez bien la vidéo. Cette vidéo, paraît-il qu'elle est tournée. Cette vidéo, paraît-il, c'est en France. Une jeune africaine que les gens sont en train de pisser sur elle. Regardez bien. Une jeune noire, une jeune malienne. On a déshabillé. Là, voilà couché sur... Elle est couchée par terre, pliée.
Regardez comment les gens viennent pisser sur elle. Ça, c'est en France. Je veux que cette fille de Kamga, même si c'est un artiste, l'image que ça montre, cette image qu'on montre là, l'image qu'on montre là, ça signifie quoi? C'est pas en France, c'est où? L'image qu'on montre là. La question que je pose, c'est cette image-là. On veut montrer quoi? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Qu'est-ce qu'on veut montrer? Comme c'est de l'art, il montre quoi? Vous oblige à modifier radicalement votre politique dans la zone. La petite fille là, elle est même où là? Nanama. On va se défendre. Je vais vous mettre une vidéo encore.
Ancien militaire français, Bob Denard se met à son propre compte au début des années 60. Il joue alors les mercenaires partout où on a recours à ses services. Katanga, Yémen, Gabon. Le colonel, comme on l'appelle, enchaîne opérations coup de poing et missions de déstabilisation au service de la France. Sa première mission aux Comores remonte à l'année 1975. Ce sera pour lui le début d'une histoire fusionnelle entre un homme et des îles qu'il considère comme un paradis. Vers la fin de l'année, un référendum est organisé. 3 îles se prononcent pour leur autonomie. Mais avant même que les votes ne soient validés par Paris, le président Abdallah proclame l'indépendance de l'archipel. Pour la France, cette proclamation soudaine, décidée par Abdallah, est un véritable camouflet. Curieusement, un mois après l'indépendance, Ahmed Abdallah est renversé. L'auteur du coup d'État est un certain Ali Swahili. Il a 38 ans. C'est un jeune progressiste, un électron libre qui n'était pas apparu jusque-là dans le jeu politique comorien. Mais pour asseoir son pouvoir, il doit évincer définitivement le président Abdallah, qui a trouvé refuge dans son fief de l'île d'Anjouan. Pour cela, il a besoin d'un allié. Quand le colonel Denard s'envole pour les Comores, il embarque 300 fusils automatiques, qu'il décharge dans un aéroport de Moroni, surveillé par la gendarmerie mobile française, qui ferme les yeux. Sur place, Denard recrute 200 Comoriens fidèles à Swahili. Avec 7 de ses hommes venus le rejoindre, ils entraînent une troupe débraillée et disparate. Une véritable cour des miracles, dira Denard. 15 jours plus tard, le 20 septembre, il lance l'opération sur Anjouan. Ce sera une opération aéroportée, a décidé Denard. En quelques heures, Denard et ses hommes se rendent maîtres de l'île d'Anjouan. L'opération est une réussite. Abdallah est fait prisonnier, il s'exile en France. Quelques mois plus tard, en février 1977 à Paris, Ahmed Abdallah reprend contact avec celui qu'il a destitué il y a 2 ans à peine. Il lui demande de le remettre au pouvoir. Denard accepte, sans état d'âme. Il va même jusqu'à participer au financement de l'opération. Pour cette mission, Denard recrute 50 mercenaires issus pour la plupart des réseaux de l'extrême droite. Des mercenaires surveillés de près par la France. Car selon le colonel, cette mission a été validée par les services secrets. L'opération est lancée dans la nuit du 13 mai. Bob Denard est à la manœuvre. À bord de pneumatiques, les commandos débarquent. 50 hommes armés investissent la ville. Nous avons réussi, en 4 heures de temps, nous avons rendu maître de la capitale et fait prisonnier le président, fait prisonnier tout le monde. Ali Swahili, celui que Denard avait aidé à mettre en place, sera tué quelques semaines plus tard, lors d'une tentative d'évasion. Certains y voient la main du colonel. Les rues de Moroni exultent au passage du nouveau président. Les mercenaires sont célébrés comme des libérateurs. Bob Denard est acclamé par une foule en liesse. Il a 50 ans. Il vient de trouver le pays où poser son barda. Le 26 novembre 1989 au soir, tout s'accélère. Le président Abdallah est assassiné dans son bureau, en présence de Denard et de 2 de ses hommes. Tout est à reconstruire. Il faut repartir de zéro. Si je voulais rester dans l'ombre au départ, je ne peux plus le faire maintenant, parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental, et j'ai l'intention de m'établir définitivement ici, en tant que Comorien à part entière. Et cette jeune fille vient nous dire que la France est bien. Moi, j'aimerais même pas redresser mon machin, c'est là. Cette jeune fille, je ne sais pas. Tout ce qui brille n'est pas or, petite sœur. J'ai toujours eu ce conseil de mon père. Tout ce qui brille n'est pas or. Pas tout ce qui brille.
elle vient nous dire que la France est juste. Je vais lui montrer les vidéos. Il faut que je montre à cette petite fille les vidéos. La France est juste. La France est juste. Ok, allons-y. La France est juste. La France est juste. Devant un parterre de diplomates, le Premier ministre malien charge de nouveau la France. Il accuse Paris d'avoir cherché à diviser le pays en intervenant militairement en 2013 pour repousser les avancées djihadistes dans le nord du pays. À ces critiques, la France rappelle avoir été sollicitée à l'époque par l'ancien pouvoir malien. La junte aux commandes depuis 1 an et demi à la suite de 2 coups d'État accuse en réalité Paris d'être responsable des sanctions économiques imposées au Mali par la CEDEAO. Il a été décrété des mesures injustes et sauvages dont l'objectif est d'asphyxier le Mali afin d'aboutir à la déstabilisation et au renversement des institutions de la transition. Autre sujet de tension, la présence de mercenaires russes de la société Wagner invités par la junte malienne pour repousser les djihadistes. Mais les doutes persistent sur une intervention déguisée de la Russie pour remplacer la France. De Moscou, Vladimir Poutine nie en bloc ces accusations. J'ai déjà dit sur Wagner que l'État russe n'a aucun lien avec cette société. Je le dis en toute transparence et sans arrière-pensée. La réponse du président est claire. La France ne connaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Les tensions entre Paris et Bamako vont crescendo, notamment depuis le renvoi de l'ambassadeur français au Mali. La junte n'a pas officiellement demandé le retrait des troupes françaises du pays, mais Paris a indiqué revoir l'évolution de sa présence d'ici mi-février. L'État de l'Azawad, par libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU. L'État de l'Azawad, par libération totale et la reconnaissance de l'Azawad en tant que membre de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU, de l'ONU. D'être libre, d'être autonome, d'être indépendant. Vous êtes des frères pour nous. Vous êtes des frères pour nous. Nous ne vous abandonnerons pas. Nous ne vous abandonnerons pas. Vive le LNR. Vive le LNR. Vive le LNR. Vive l'Azawad, indépendant, démocratique et laïque. Et l'unité véritable. Je veux dire que ce rassemblement d'aujourd'hui ne doit être qu'un point de départ. Il faut qu'il y ait des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Des milliers de Parisiens dans la rue pour les Touaregs. Eh bien, nous lutterons avec vous pour essayer d'arracher cette unité. Je vous remercie. Pour le soutien du mouvement national de libération de l'Azawad et son juste combat pour que le peuple touareg ait son État reconnu parmi l'ensemble des États qui siègent à l'ONU. Le peuple touareg est un grand peuple. C'est un fleuve de liberté en France depuis que nous t'avons rencontré. Pour que l'Azawad soit définitivement libéré de la domination malienne, bien sûr. Pour que l'Azawad soit définitivement libéré de la domination malienne, bien sûr. De janvier à avril, nous avons complètement libéré les territoires de l'Azawad. Mais nous avons renvoyé l'armée malienne à 1500 km des terres de nos ancêtres. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence. Un État islamique proclamé dans le nord du Mali. La rébellion Touareg et les islamistes du mouvement Ansar ad-Din ont annoncé samedi leur fusion dans la région de l'Azawad qu'ils contrôlent depuis 2 mois. Comme vous le voyez, une ville stratégique, une ville qui a tout le temps été le bastion de la rébellion Touareg, la rébellion irrédentiste Touareg. Qu'est-ce qui se passe? Les Français interviennent, donc l'intervention Serval, qui libère le nord du Mali, qui libère Tombouctou, Gao, tous les villes alentours. Et quand les troupes françaises libèrent Kidal,
les forces maliennes n'entrent pas à Kidal. Kidal est tenu par les forces françaises, par les forces rebelles Touareg et l'ONU. Et ça a créé une sorte de déshonneur national au Mali. Les Maliens ont toujours reproché aux Français d'avoir donné Kidal à la rébellion Touareg, et c'est né un ressentiment qu'on a beaucoup entendu. Hein. Tout le monde se rappelle de la fameuse bataille de Kidal. Un État islamique proclamé dans le nord du Mali. La rébellion Touareg et les islamistes du mouvement Ansar ad-Din ont annoncé samedi leur fusion dans la région de l'Azawad, qu'ils contrôlent depuis 2 mois. Leur protocole d'accord reconnaît notamment le Coran comme source du droit. Il annonce la création d'un conseil transitoire de l'État islamique de l'Azawad. L'unité du Mali est plus que jamais menacée. La frontière se trouve désormais au niveau de la ville de Mopti, les régions de Kidal, Gao et Tombouctou étant passées sous le contrôle des Touaregs et des islamistes. Ils avaient profité de l'instabilité provoquée par le coup d'État du 22 mars dernier pour lancer une offensive. L'inconnu réside désormais dans le rôle joué par Al-Qaïda au Maghreb islamique dans l'Azawad. Ses représentants sont réunis depuis jeudi avec les responsables d'Ansar ad-Din à Tombouctou pour évoquer leurs relations futures. La restauration de l'intégrité territoriale du pays s'annonce bien difficile pour les autorités maliennes de transition. L'indépendance de la Zawad, en quoi le fait de se faire des alliés sur le terrain est-il un facteur d'échec? Lorsque François Hollande déclenche l'opération Serval, nous venons en appui de l'État malien, à la demande de l'État malien, pour lui permettre de recouvrer sa souveraineté sur la partie nord du territoire du Mali. Alors on intervient pour permettre à l'État malien de recouvrer sa souveraineté, et en même temps on travaille avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté. Donc il y a zéro cohérence. Qu'on ait besoin de supplétifs à titre individuel sur le terrain, je comprends bien, mais qu'on s'associe ou qu'on paraisse associé avec un mouvement politique armé qui conteste la souveraineté du Mali, on est dans l'incohérence politique totale et on entretient la confusion, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à Bamako, les élites, et tout le monde d'ailleurs, nous a reproché en disant « mais vous avez une attitude ambiguë, on comprend pas, vous venez nous aider et en même temps vous travaillez avec nos ennemis ». Et donc on n'a jamais levé cette ambiguïté qui a joué contre nous. Donc l'armée française doit-elle se retirer du Mali? L'objectif fixé à Barkhane, les 3 objectifs que je décrivais n'ont pas été atteints. Donc plus de la même chose produira plus du même résultat. Il y a eu des succès tactiques, c'est un échec stratégique. Donc maintenant il va falloir se poser les bonnes et les vraies questions. C'est-à-dire? Avons-nous atteint les objectifs? Selon moi, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut les atteindre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les atteindre? Mais il va falloir sérieusement changer la méthode. Et on voit bien que la militarisation de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est toujours sous ce prétexte-là qu'on intervient, a échoué en Afghanistan, a échoué en Irak, a échoué en Syrie, a échoué... Alors en Libye, c'était un peu pour d'autres raisons, mais on continue à tenir quand même ce vocable, a échoué dans le Sahel. Il va falloir encore combien d'échecs pour se poser la question de savoir si c'est la bonne doctrine? Autre question parallèle, l'influence de la Russie au Mali. L'ambassadeur de Russie a été reçu par la junte, dont certains cadres ont été formés en Russie. La coopération militaire bilatérale peut-elle être renforcée au détriment de la France? Il y a d'autres acteurs dans le Sahel. La Russie revient. Tout le monde a oublié, mais à l'époque de l'Union soviétique, l'Afrique était une terre d'influence. Il y avait même une lutte d'influence entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est vrai que depuis 89, cette présence-là s'était estompée. La Russie revient, c'est un partenaire comme un autre. Après, on peut stigmatiser, fantasmer. Moi, je fais pas partie de cela. Le Mali a le droit de coopérer avec qui il veut. Ça sera au détriment de la France si nous ne sommes pas au rendez-vous. Non, Stella n'est pas encore rassasiée. Je continue. La France est juste. La France est juste. Le Mali, je vous avais dit qu'au Burkina Faso, ça va se faire. Les gens me disaient, allez, non, ça va se faire au Burkina Faso. Et ça s'est fait au Burkina Faso. Si Ouattara ne fait pas attention, Ouattara est en peut-être le prochain. Oui, on va y parler. Parce que là, on remet en cause finalement la force de la CEDEAO pour Burkina Faso. On a dit, on ne va même pas vous sanctionner, libérez seulement le président. Je vous ai dit ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ça c'est juste soupçon de quelque chose. En réalité, ces militaires qui tirent, ils avaient tiré sur le Niger. Hein? Parce qu'au Niger, là-bas, il y a
l'uranium, etc., etc. Ça va aller crescendo comme ça. Pourquoi? Parce que, d'abord, le système CFA en Afrique de l'Ouest a beaucoup fragilisé ce pays, sur le plan économique. Si les gens ne le savent pas, quand le pays de la zone franc, CFA, j'ai compris ici à Brazzaville, quand ils exportent le pétrole, je ne sais pas quoi, avant c'était 80% de ces ressources déposées sur un compte en France. Et la France leur donne des billets que la France même imprime, ne sait pas. Et s'ils veulent par exemple acheter des équipements, faire quelque chose à l'étranger, ils vont prendre dans cet argent. L'avantage pour la France, c'est que toute cette manne, y compris l'or qui a été mis là-bas comme garantie, permet à la France qui est endettée à 800 000 milliards d'euros de dettes, etc., d'aller lever le fonds sur le marché financier international pour se maintenir. Et changer ces systèmes-là, c'est pas facile. C'est pour ça que beaucoup de présidents africains ont peur de toucher à ces dossiers. Dès que tu touches à ces dossiers, on te fait un coup d'État. Depuis 1960, Sékou Touré en Guinée, qu'on a créé à l'époque, était sorti de ce système. La Guinée n'a jamais été stable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que les Maliens sont en train de faire. Ils veulent, le Mali va servir du départ. Couper le cordon ombilical avec la France. La problématique est à ce niveau-là. Et vous allez voir que la France va tout faire pour amadouer tout ça, pour essayer de résister. Mais les Russes qui sont derrière, ils ont dit d'abord aux Maliens, bon, si on vous a encerclé, c'est pas grave. On va vous fournir le nécessaire. Jusqu'où ira la Russie dans ce cas en Afrique? Bon, moi je pense que ce que fait la Russie, c'est en fonction de ce qu'elle représente sur le plan financier, sur le plan énergétique et sur le plan stratégiquement militaire. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Ukraine, par exemple, avec la Biélorussie. La Russie fournit presque 30% du gaz à l'Europe. Si la Russie coupe son gaz, c'est la crise. Alors, forte crise. Imaginez, l'Algérie coupe le gaz. La Russie coupe le gaz. L'Allemagne en faillite, l'Italie en faillite, et même la France en faillite, etc. Ça ne se verra pas. Les justifications que vous entendez, on va faire des sanctions contre Poutine, sa famille, etc. Tout ça, c'est sur le plan diplomatique, tout simplement. Ça va pas se faire parce que l'Europe dépend beaucoup de la Russie. Et l'Europe verse son argent à la Russie pour avoir son gaz. Et donc, la Russie a tout compris, la Russie a développé d'abord l'équipement militaire, ensuite, sur le plan économique, la Russie a beaucoup d'argent, et la Russie est en connexion avec la Chine. Notre force silencieuse. Bien évidemment. Donc, derrière l'Ukraine, là, l'Union... La Chine qui a combattu ici en RDC? Mais qui combat la Chine en RDC? C'est les Américains. Au lieu de faire la guerre comme à l'époque de la guerre froide, la Russie vient maintenant sur le plan économique et sur le plan stratégique. Tous ces militaires sont tout simplement pilotés par des conseillers russes. En douce, ils ont les renseignements, ils amènent les renseignements avec les satellites. Donc, par exemple, au Mali, quand il y avait un système là d'affaiblir l'armée malienne avec des attentats partout, parce que ça se faisait en Irak, comme ça se faisait un peu partout. Quand vous attendez au Burkina Faso, toujours des attentats, mais ce ne sont pas des attentats, on va dire, innocents. C'est souvent orchestré pour affaiblir le système, comme si c'était chez nous à l'Est. C'est la même chose. Et maintenant, les Russes sont arrivés avec les satellites. Ils disent, voilà, allez à cet endroit-là, on est en train de vous déstabiliser l'armée là-bas. Allez à cet endroit-là, allez à cet endroit-là. Et les Maliens, quand ils vont, c'est comme ça à l'époque. Et c'est comme ça. Et depuis que les Norvégiens sont partis du Mali, depuis que l'armée française avec Takuba, je ne sais pas quoi, sont en train de partir, l'armée malienne avec les Russes sont en train de stabiliser, notamment à Tombouctou, dans le nord, un peu partout, là où c'était en déliquescence. Bon, la France est juste. La France est juste. On appelle ça
la médiocrité d'une jeune sœur. Voyez-vous, je vous avais dit dans un direct, ce que vous voyez là, ça avait commencé en Irak, à l'époque de Saddam Hussein. Les Américains, avec le géostratège conseiller du président Bush, Clinton, Jimmy Carter, père à son âme, il s'appelait Zimki Brzezinski, avait écrit un livre qu'il avait baptisé Le Grand Échiquier. Il avait dit pour que les Américains s'en sortent, il fallait que les Américains remodifient le Golfe Persique. Il fallait aussi que les Américains encerclent la Russie. Il a écrit un livre, Le Grand Échiquier. Avant de mourir, il a dit c'est une erreur. En encerclant la Russie, c'est une grosse erreur. Il a chanté ça à tous les présidents américains, M. Brzezinski, il a chanté ça à tous les présidents américains. Il faut encercler la Russie. Là. Quand il a vu qu'il voulait déjà mourir, il dit que c'était une erreur. Lorsque ce Brzezinski a dit ça, tous les présidents américains qui sont venus avaient pour but de remodeler le Golfe Persique. Cours d'histoire. Les naïfs. Dans l'histoire du Golfe Persique, la Mecque, la Médine, était sur l'autorisation. C'était dirigé et gouverné, administré par la famille, on les appelle, c'est les Druzes, quelque chose comme ça. La famille jordanienne. C'est les Jordaniens qui avaient le pouvoir dans les lieux saints de l'islam. C'est eux qui administraient vers les années 1800. C'est la Jordanie, le roi de Jordanie, qui administrait les lieux saints. Les Anglais et les Français se sont assis, comme ils ont fait au Cameroun, ils se sont assis à trois. Un Français représentait la France, un Français représentait le Cameroun, et un Français représentait l'ONU. Ils ont signé la monnaie de franc CFA. C'est la même chose. Deux personnes. D'un côté, un Anglais nommé M. Saïs. De l'autre côté, un Français nommé M. Picot. Ils se sont assis dans un bateau. Ils ont pris les règles. Ils ont coupé la Syrie pour démanteler l'Empire ottoman. Ils ont coupé le Liban. Ils ont coupé la Jordanie. Ils ont coupé l'Arabie Saoudite. Ils ont mis à la tête de l'Arabie Saoudite la famille Saoud, en disant, vous êtes ici là, vous êtes les rois. Écoutez bien ce que je vous dis là. C'est donc maintenant ça que Brzezinski dit qu'il faut remodifier ça. Tel que vous avez coupé là, ce n'est pas bon. À l'heure actuelle, c'est là, ce découpage là maintenant est en train d'aller à la compte de nos intérêts. Il faut recouper ça. Ils ont coupé le Yémen. Ils avaient même coupé le Yémen en deux. Le Yémen du Nord, le Yémen du Sud. C'est ça qu'il fallait recouper. Dans le livre de Zbigniew Brzezinski, le grand Échiquier. C'est donc ça qu'on a commencé donc à implémenter. Bush père, Bush fils. Bush père a commencé, c'était un peu coriace, il a levé le pied. Son fils est venu, il a fini la job, mais sauf que
la Turquie se rend compte, mais quand on va démanteler tous ces pays-là étaient sous l'emprise de l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui va leur rester? Ils vont se retourner sur la Turquie. Je ne suis pas d'accord. Ils sont tous membres de l'OTAN. La Turquie, les États-Unis. Lorsque les intérêts des États-Unis croisent les intérêts de la Turquie, ils deviennent ennemis. C'est donc comme ça qu'ils se sont dit, lorsqu'on va remodeler le Golfe Persique, ça va permettre donc aux Américains de contrôler l'Afghanistan et de faire passer le pipeline de Turkménistan qui va traverser tout l'Afghanistan, venir tomber au Golfe Persique pour que les tankers américains accostent là-bas et pompent le pétrole du Turkménistan. Lorsqu'ils vont finir ça, il y a maintenant dans ce projet de remodelage du Golfe Persique, il y avait un autre projet à côté qu'ils ont appelé le Grand Israël. Le Grand Israël qui part de la rive gauche de l'Euphrate jusqu'au Nil. Ici, là, en Afrique. Il fallait donc détruire tous ces petits pays qui sont là pour créer le Grand Israël qui va aller prendre de la rive gauche de l'Euphrate jusqu'au Nil. Voilà le projet. Maintenant, pour que ce projet aboutisse, il faut assassiner. Il faut démanteler les États. Mais sauf que ça n'a pas marché. C'est un projet que on pose un acte. On attend, on pose aujourd'hui, on attend, on pose aujourd'hui. Sauf que ça n'a pas marché. Ils ont échoué en Irak, ils ont échoué en Afghanistan, ils ont échoué en Syrie. Ils sont allés en Libye, pensant qu'ils vont finir avec le grand Israël. Ça a échoué. Maintenant, ils redescendent maintenant vers l'Afrique au sud du Sahara, chez les Noirs. Voici aussi là-bas, ça va marcher. Mais c'est en train de capoter. Parce que la Russie de Vladimir Poutine et les Chinois ont d'abord signé une alliance stratégique en matière de tous les dossiers concernant l'international. La position de la Russie sera suivie à la lettre par la Chine. Signé. Quand Vladimir Poutine avait tourné à l'Est, il est parti en Chine, il dit voilà, voici ce que je te propose. En contrepartie, je te donne le territoire Vladivostok qui est à la frontière là-bas avec la Chine. Tout là-bas, c'est les Chinois qui sont en train de s'installer là-bas. Mais administrés par les Russes. On sait que les années qui vont venir, les Chinois vont commencer à administrer. Résultat de course, tous les dossiers à l'international, la position que va prendre la Russie, la Chine va dire, je suis derrière toi. Résultat de course, lorsque les gars donc sont donc venus en Afrique, avec Barkhane qui avait pour mission de s'installer dans la zone des trois frontières, ça signifie Niger, Mali, Burkina Faso. Quand ils allaient s'installer là-bas, démanteler les pays, les États, là-bas ils allaient maintenant avoir ce qu'on appelle une base arrière pour attaquer l'Algérie. À ce moment, quand ils allaient attaquer l'Algérie, ils allaient finir avec l'Algérie. Oh, terminé. Ils allaient descendre, venir avec la Guinée Conakry, descendre la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là, le Cameroun, tout ça, démantelé. C'est ça qu'ils ont appelé chaos lent. Donc on installe un chaos qu'on contrôle. On l'installe avec les qui? On l'installe avec les djihadistes. Pareil comme ils ont porté les djihadistes en Syrie, venir déposer chez le président ougandais. C'est les mêmes djihadistes qu'on avait déposés en Ouganda, qu'on a porté dans un avion, aller déposer au Mozambique.
Curieusement, dès que Total a signé un contrat au Mozambique, un contrat de pétrole, du coup, les djihadistes sont sortis dans le département, la ville où on exploite le pétrole. Toute la population a fui. C'est pour ça que lorsque nous on s'assoit ici, sur Internet, quand Paul Biya fait comme ça, on dit, hé papa, ne nous laisse pas. Tu te touches là maintenant, là, on va devenir comment? Quand je vois une jeune fille qui vient sur un plateau de télévision s'asseoir, elle dit, il faut recoloniser l'Afrique, le Cameroun en particulier, je prêche pour ma chapelle. Je pose la question de savoir, est-ce que cette jeune fille sait ce que ça signifie coloniser? Je ne sais pas si elle comprend. Est-ce qu'elle sait ce que ça signifie coloniser? Est-ce qu'elle sait ça? Ce que ça signifie coloniser. Donc elle pense que quand elle prononce le mot coloniser, c'est du couteau sur du beurre. Lorsque la colonisation est arrivée en Afrique, il n'y a pas un autre gros mensonge que la colonisation. Je vous rappelle en passant, il n'y avait pas de prison en Afrique. Je répète, il n'y avait pas de prison en Afrique. L'Afrique avait ses moyens de punir les citoyens qui étaient en délicatesse avec la société. Il n'y avait pas de prison, mes chers compatriotes. Pas de prison en Afrique. La population africaine d'aujourd'hui est exactement comme la population africaine à l'époque de la traite négrière. Qu'une jeune Camerounaise nous dit qu'il faut recoloniser. Je ne sais pas. Toujours pour les Kaolo, il ne faut pas venir au pays d'une Tangane pour faire ça, pour avoir les Kaolo. On va t'appliquer la même chose qu'on a fait à Maître Gims. On va t'appliquer ça. Moi, je te garantis. On va t'appliquer ça. Elle dit, comme elle ne peut pas travailler au Cameroun parce qu'elle est de l'Ouest. Ça m'a fendu le cœur. 80% d'entreprises sous-traitantes dans les multinationales au Cameroun appartiennent aux gars de l'Ouest. 80%, voire même 95% de commerçants, d'établissements, de quincailleries appartiennent aux gars de l'Ouest. Mais cette jeune fille nous dit que parce qu'elle est de l'Ouest, elle ne peut pas travailler au Cameroun. Maman, c'est le culte de la diplômie des gens qu'on a mis dans la tête que avoir un master en communication, avoir un master en histoire, avoir un master en droit international fait de toi une élite. 60%, merci mon frère, c'est la vérité.
60% des fonctionnaires de la République du Cameroun sont de l'Ouest. Et nous nous posons la question, quel était le véritable projet qu'une jeune fille pareille s'assoit sur un plateau de télévision, de demander à la France de venir recoloniser son pays. Je ne sais pas si les gens voient cette histoire comme moi je vois. Qu'est-ce qu'on a pu faire à cette jeune fille? De demander à la France d'écrire un livre demandant de recoloniser le Cameroun. C'est terrible. C'est terrible. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Cette histoire me fait mal. Comment un noir peut demander qu'on recolonise encore son pays? Avec ce que la colonisation a fait comme dégâts. Bonne soirée. Je dis, ça fait mal. Quelqu'un demande qu'on recolonise son pays. Déjà, on étouffe avec le franc CFA. Qui nous presse. Tu oses dire qu'il faut nous recoloniser. Tu ne peux que dire ça parce que tu es camerounaise. Tu balais ça dans un pays arabe. On allait te trouver là où tu dors. Tu dis ça, tu ouvres ta bouche, demandant à la France d'aller recoloniser l'Algérie. Ils vont régler ton compte à Paris. Mais comme tu es camerounaise, et que les Camerounais ne sont pas violents, c'est pour ça que tu peux parler comme tu parles là. Tu n'es pas une Algérienne, bien une Égyptienne. Tu allais voir ce qu'ils allaient te faire. Tu sais combien de gens sont morts? Tes parents bamilekés sont morts combien? Tu ouvres ta bouche. Tu dis qu'il faut venir recoloniser. C'est possible ça. Bonne soirée. Numéro 1 est débile. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale. Mon frère, ta question là, elle est très pertinente. Comment la France a génocidé les Bamileke? C'est une Bamileke qui vient demander à la France de recoloniser le Cameroun. La France a génocidé les Bamileke. Mais comment c'est une Bamileke qui vient demander à la France de recoloniser le Cameroun?
Ça veut dire qu'on peut commencer à se questionner sur le génocide. Bonne soirée.